Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Si vous suivez le moindrement l'actualité financière ou politique, vous avez fort probablement entendu parler de la saga politico-financière qui se déroule depuis quelques semaines au Royaume-Uni. Non seulement la politique britannique est actuellement plus mouvementée que la présente saison d'occupation double, mais le système financier britannique a flanché et a pratiquement emporté tout le système financier mondial avec lui. En fait, les événements rocambolesques s'étant déroulés au Royaume-Uni démontrent que le système financier mondial commence à craquer. Comment le Royaume-Uni en est-il arrivé là? Que se passe-t-il au pays de Shakespeare? Qu'est-ce que ça veut dire pour les marchés financiers, votre portefeuille d'investissement? C'est ce dont on parle aujourd'hui dans cette vidéo. Avant de commencer, si vous voulez soutenir mon travail, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner à ma chaîne pour 4,99 par mois. Ça vous permet de participer au direct ou de les réécouter. Vos commentaires sont mis en évidence, ce qui me permet d'y réagir en priorité. Et vous avez aussi accès à du contenu en avance sur les autres, comme par exemple l'entrevue réalisée avec David Saint-Onge, qui a été mis à la disponibilité des membres à partir de vendredi dernier. Pour comprendre ce qui se passe présentement au Royaume-Uni, il faut remonter quelques années en arrière. Enfin, il faut remonter aussi loin qu'en 2008, alors que le Royaume-Uni faisait face à sa plus grande crise financière depuis la Deuxième Guerre mondiale. Devant l'urgence d'agir et voulant éviter la faillite de ces institutions financières exposées au marché des subprimes américains, le gouvernement britannique a mis en place un immense plan de sauvetage des banques en deux phases de 137 et 50 milliards de livres sterling. La Banque d'Angleterre a été forcée d'intervenir et, à l'instar d'autres banques centrales, a ramené son taux directeur à zéro en plus d'injecter des milliards de livres de liquidités dans le système financier anglais via son programme d'assouplissement quantitatif afin de soutenir l'économie et le système financier britannique. Cependant, ce qui devait s'avérer comme une réponse temporaire à un problème urgent s'est pérennisé et est devenu la norme. De mars 2009 à novembre 2021, le taux directeur de la Banque d'Angleterre est resté au plancher, ne montant pas plus haut qu'1%. En parallèle, le bilan financier de la BOE, la Bank of England, a littéralement explosé, passant d'environ 100 milliards en 2007 à plus de 1100 milliards en 2021. La pandémie de COVID-19 n'a fait que redoubler la confiance des autorités fiscales et monétaires dans le plan économique qu'ils avaient mis en place pour répondre à la crise financière de 2008. Pendant ce temps, le gouvernement britannique a accumulé les déficits monétisés par sa banque centrale et fait passer son ratio dette-PIB de 34% à 96%. Bref, pendant près de 14 ans, le gouvernement et l'économie britannique ont joui de taux d'intérêt à quasiment 0% et profité d'une banque centrale qui injectait continuellement des liquidités dans le système par l'achat d'obligations gouvernementales. Puis est arrivé ce qui inévitablement devait arriver, l'inflation s'est jointe à la partie. À partir du début de 2021, l'inflation s'est mise à accélérer rapidement, passant de 0,5% à plus de 10% en un an et demi, un sommet en 40 ans pour le Royaume-Uni. La BOE a été, comme toutes les autres banques centrales, très lente à réagir en caractérisant à tort le phénomène comme transitoire. Toutefois, elle a fini par réaliser que la tendance inflationniste était tenace, d'autant plus qu'elle a été exacerbée par la crise énergétique causée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Banque centrale s'est alors mise à relever son taux directeur et est passée de l'assouplissement quantitatif, le QE, au resserrement quantitatif, soit le QT. Au lieu d'acheter des obligations du gouvernement sur le marché, elle s'est mise à réduire son bilan financier en vendant sur le marché des obligations qu'elle détenait. L'objectif, diminuer la masse monétaire et augmenter les taux obligataires afin de resserrer les conditions financières en rendant le crédit plus dispendieux. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Le rendement sur les obligations britanniques s'est envolé. Maintenant, c'est ici que la politique entre en scène. Le 20 juillet dernier, Boris Johnson, premier ministre du Royaume-Uni depuis 3 ans, démissionne. Empêtré dans des scandales liés à des rassemblements illégaux durant la pandémie de COVID-19, il est discrédité et perd la confiance de plusieurs membres de son parti, ce qui l'amène à se retirer. Puis s'ensuit une course à la chefferie du parti, qui se conclut par l'élection le 5 septembre par les membres du Parti conservateur britannique de Liz Truss comme chef du Parti conservateur britannique et nouvelle première ministre du Royaume-Uni. À son entrée en poste, Liz Truss annonce un mini-budget qui a pour objectif d'introduire les mesures fiscales qu'elle avait promises lors de la course à la chefferie du parti. Le chancelier de l'échiquier, Kwasi Kwarteng, l'équivalent britannique du ministre des Finances, a présenté un mini-budget au Parlement dont l'objectif était de stimuler la croissance. Ce plan budgétaire comprenait un renversement de l'augmentation des contributions à l'assurance nationale britannique, l'annulation de la hausse des impôts des entreprises, un gel des prix de l'énergie pour les ménages d'une durée de 2 ans, une baisse du taux d'imposition de base de 20 à 19 %, le retrait d'un palier d'imposition à 45 % pour les revenus les plus élevés et une panoplie d'autres éléments dont la facture fiscale était calculée à près de 200
milliards de livres sterling. Pour financer ses subventions aux ménages et ses baisses de taxes et d'impôts, le Trésor britannique avait pour objectif de lever des fonds par l'émission de centaines de milliards de livres de dettes sur le marché. La réaction des marchés a été immédiate. Le rendement des obligations s'est envolé et la livre sterling a plongé. En 3 jours, les obligations ont bondi de près de 100 points de base, ce qui est un mouvement monstre lorsqu'on parle de la dette gouvernementale de la 5e économie mondiale. Pour ce qui est de la livre sterling, elle a perdu 8% en 2 jours. Encore une fois, une débandade remarquable. Si les marchés ont réagi de la sorte, c'est en raison de l'incongruité du mini-budget avec l'environnement inflationniste actuel. Les mesures proposées avaient toutes pour conséquence de jeter de l'huile sur le feu d'une économie déjà accablée par une inflation avoisinant les 10%. C'est aussi l'ampleur de la facture fiscale de ce mini-budget qui a choqué, inquiet devant la possibilité de voir l'inflation partir en vrille et anticipant la possible réponse de la Banque d'Angleterre. Les investisseurs se sont débarrassés d'une partie de leurs obligations en un temps record, ce qui a fait bondir les rendements. Ils sont aussi restés incrédules face au plan de financement de ces dépenses qui avait pour conséquence de faire bondir le poids de la dette, d'augmenter la prime au risque de celle-ci et de discréditer le gouvernement britannique de toute responsabilité fiscale. C'est d'ailleurs pourquoi la devise en a souffert. Les investisseurs ont fui le Royaume-Uni pour aller se réfugier ailleurs où l'incertitude ne règne pas. Le gouvernement britannique a eu ce qu'on pourrait appeler un bon wake-up call. La période du crédit gratuit et des largesses fiscales est derrière nous. Forcé de répondre aux problèmes d'inflation dans l'économie, la BOE a stoppé ses achats d'obligations gouvernementales et débuté le rehaussement son taux directeur. Donc, le crédit a maintenant un coût et la monétisation des déficits gouvernementaux est chose du passé. Le gouvernement britannique doit donc assumer les coûts financiers associés à ces mesures fiscales. Le retrait de la Banque d'Angleterre du marché obligataire a permis de réveiller un volcan endormi depuis la dernière crise financière de 2008, c'est-à-dire les bond vigilantes. Ces gros investisseurs du marché obligataire sont de retour et ont repris leur rôle de justicier en sanctionnant l'irresponsabilité fiscale des gouvernements. Fini la récréation. Les politiciens doivent maintenant faire preuve de responsabilité financière s'ils veulent voir leur politique fiscale financée à un coût raisonnable par le marché privé. Si le plan de dépenses fiscales d'un gouvernement est trop important, mal ficelé ou carrément irresponsable, les justiciers obligataires menacent de vendre ou vendent carrément une grande quantité d'obligations pour protester ou signaler leur dégoût à l'égard des politiques du gouvernement. La vente d'obligations fait baisser leur prix, ce qui fait grimper leur rendement et rend l'emprunt encore plus coûteux pour le gouvernement. C'est exactement ce qui s'est passé au Royaume-Uni après la présentation du mini-budget par le chancelier de l'échiquier britannique, Kwasi Kwarteng. Les conséquences de l'irresponsabilité fiscale du gouvernement de Liz Truss ont été massives. Le bond spectaculaire du rendement des obligations a pratiquement mis en banqueroute les fonds de pension britanniques et a forcé l'intervention en urgence de la BOE. 14 années de taux d'intérêt au plancher ont poussé les fonds de pension britanniques à faire usage de produits dérivés pour augmenter le rendement de leur portefeuille d'obligations afin de pouvoir honorer le montant des prestations déterminées à verser aux pensionnés. Les fonds de pension ont donc investi dans des Liability Driven Investment Funds ou LDI, dont l'objectif est d'utiliser un effet de levier sur les obligations détenues dans le but d'en acquérir davantage sur marge et d'obtenir un rendement bonifié permettant aux fonds de pension de remplir leurs obligations envers les pensionnés. Tant que les taux obligataires restent au plancher, tout va bien. Le hic, c'est que les taux d'intérêt ont explosé, ce qui veut dire que le prix des obligations a chuté. L'appel de marge n'a pas tardé. Les fonds de pension ont dû répondre à l'appel de marge en vendant les obligations pour rétablir le ratio de couverture de maintien exigé. Le problème, c'est qu'en vendant des obligations, les fonds de pension ont participé à augmenter leur rendement en faisant baisser leur prix, ce qui les a plongés dans une spirale infernale dont l'issue certaine était l'implosion de fonds de pension valant plus de 1000 milliards de livres sterling. L'obligation britannique 30 ans a alors atteint un sommet en 20 ans. C'est là que la Banque d'Angleterre a été forcée d'intervenir en redémarrant l'assouplissement quantitatif afin d'acquérir les obligations qui étaient liquidées sur le marché, ce qui a mené à une baisse de 100 points de base des taux d'intérêt quasiment immédiatement. Cette intervention était temporaire et avait une date d'échéance de 2 semaines. Par contre, plusieurs investisseurs se doutaient que l'intervention allait perdurer au-delà de ça, mais à 3 jours de la date de fin de l'intervention, le gouverneur de la BOE a envoyé un message clair aux fonds de pension britanniques. Vous avez 3 jours, réglez le problème maintenant. Or, bien que le message a été adressé au marché financier, le réel destinataire était le gouvernement britannique et Liz Truss, la première ministre. Pour Andrew Bailey, le gouverneur de la BOE, c'était une façon indirecte de faire comprendre à la première ministre que si elle ne revoyait pas les modalités de son mini-budget,
la crise financière au Royaume-Uni allait s'amplifier et que la Banque centrale, avec l'inflation à 10 %, ne pouvait pas se permettre de se plier à la doctrine fiscale du gouvernement. La dynamique de pouvoir entre, d'un côté, les autorités fiscales et de l'autre, les autorités monétaires, s'est carrément renversée. La dominance fiscale qui a prévalu durant la période post-crise financière n'est plus. Liz Truss a donc été forcée de reculer sur une partie de son mini-budget et pour tenter de sauver elle-même, a renvoyé son ministre des Finances pour le remplacer par un nouveau, Jeremy Hunt. Malgré la tentative de Liz Truss de se sauver le cul, disons-le comme ça, le nouveau chancelier de l'échiquier a complètement renversé les mesures fiscales introduites par Truss un mois plus tôt afin de rétablir l'ordre dans le système financier britannique et de calmer les marchés. Désavoué et dépossédé de toute crédibilité, Liz Truss a remis sa démission en tant que première ministre du Royaume-Uni après seulement 45 jours. Finalement, on a appris aujourd'hui que Rishi Sunak, l'opposant perdant de Liz Truss à la dernière course à la chefferie, allait être désigné comme premier ministre après que Boris Johnson, l'ancien premier ministre, ait renoncé à se présenter de nouveau. Ce qu'il faut retenir de toute cette saga, c'est que le système financier mondial commence à craquer. L'inflation qui fait toujours rage vient fortement contraindre les gouvernements et les banques centrales à être plus responsables. Les politiques fiscales et monétaires expansionnistes des 12 dernières années ne peuvent plus fonctionner dans l'environnement macroéconomique actuel et tout gouvernement qui ne veut pas le comprendre se fera montrer la porte par les marchés financiers comme on l'a vu au Royaume-Uni. La logique économique trop longtemps renvoyée aux calendes grecques semble faire un retour en force au bénéfice de tous. Les événements au Royaume-Uni nous démontrent que le système financier mondial est fragile. La politique de taux zéro et la monétisation des déficits gouvernementaux ont créé des distorsions économiques et financières immenses dont l'ampleur nous est toujours inconnue. Le Royaume-Uni n'est, à mon avis, que la pointe de l'iceberg. Les hausses de taux d'intérêt, que ce soit au Royaume-Uni, au Canada ou aux États-Unis, vont lever le voile sur les dysfonctionnements systémiques qu'ont créés ces politiques économiques irrationnelles introduites au cours de la dernière décennie. Malheureusement, telle une tour Jenga ne tenant qu'à un fil, les marchés financiers risquent de tomber au prochain choc financier qui les secoueront. Le pire reste à venir selon moi, mais comme vous le savez, je n'ai pas de boule de cristal, alors nous verrons bien. Laissez-moi savoir dans la zone de commentaires ce que vous avez pensé des récents événements au Royaume-Uni. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.